Bonjour à tous, je vous remercie donc d'assister à ce webinaire éthique et intelligence artificielle, quels principes appliquer pour le domaine de la santé mentale. Ce webinaire vous est présenté en collaboration avec le regroupement stratégique santé mentale, TIC et santé, et éthique du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Pour votre information, avant de commencer, ce webinaire va être enregistré et retransmis sur YouTube. Donc, quand vous serez amené à poser des questions vers la fin, elles ne seront pas visibles sur YouTube, à moins qu'elles soient lues. Elles risquent d'être entendues. On vous invite également à nous indiquer combien vous êtes derrière votre ordinateur pour nos statistiques dans le module conversé. Donc, je m'appelle Nathalie Voirino, je suis candidate au doctorat en bioéthique à l'Université de Montréal et je travaille dans le cadre de ma thèse sur le partage des responsabilités face aux risques de l'innovation numérique en santé. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer la discussion qui va avoir lieu avec nos deux conférenciers. Donc, Karl Merck, qui est chargé de cours et doctorant en psychologie à l'Université du Québec à Montréal et qui est psychologue en France. Il se spécialise dans le numérique en prévention en santé mentale et travaille sur les enjeux éthiques dans le domaine. Il travaille également sur les darknets et la prévention par SMS auprès des femmes enceintes. Nous avons aussi le professeur Dominique Martin, qui est professeur en éthique à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et qui s'intéresse aux enjeux éthiques liés au développement récent en intelligence artificielle et l'usage croissant des algorithmes. Ses autres principaux intérêts de recherche portent sur la question de la justice et de l'égalité sociale en lien avec la structure de propriété et les modes de gouvernance des entreprises. Donc, nous allons aujourd'hui nous centrer sur une discussion sur l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée dans le cadre de la santé, qu'il s'agisse de faire de la prévention, de diagnostiquer des maladies ou de soigner. L'irruption de ces nouvelles méthodes vient bouleverser les codes habituels et soulève d'importants enjeux éthiques et sociétaux. Donc, dans ce webinaire, nous aborderons quel est le besoin de parler d'éthique de l'intelligence artificielle et sera présentée une vision des principaux enjeux qui y sont reliés. Tout le long, nous aurons une emphase particulière sur les spécificités du milieu de la santé mentale. Et pour terminer, les deux conférenciers présenteront des moyens de renforcer la présence de l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, Karl, je vais vous laisser la parole. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être présent aujourd'hui pour le webinaire avec Dominique Martin. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un aperçu assez condensé et qu'on espère clair de quel lien existe entre l'intelligence artificielle et la santé mentale et c'est quoi les enjeux éthiques qui peuvent survenir quand on utilise des technologies comme l'IA dans notre domaine. On va donc passer en revue aujourd'hui plusieurs des aspects d'abord techniques. On va regarder ensemble comment est-ce que ça fonctionne. On va passer une définition assez rapide de l'IA, puis aussi d'un phénomène qui est très associé et qui était le buzzword il y a 4 ans, le big data. Ensuite, Dominique va vous parler particulièrement des enjeux éthiques importants en matière d'IA parce que, de par sa spécialité, il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte pour essayer d'avoir un peu la grande image plus large que celle de la santé mentale. Ensuite, je vais vous présenter quelques applications spécifiques en santé mentale, mais je vais vous présenter ensuite les défis éthiques que j'ai pu relever pour le domaine. Et avec Dominique, ensuite, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut renforcer de façon plus générale la présence de l'éthique dans le milieu des affaires, chez ceux qui développent l'IA et le machine learning en particulier. Donc après, on présentera également une petite proposition d'outils pour une éthique de l'IA en santé mentale. C'est un protocole, c'est une proposition qui a été co-créée avec plusieurs chercheurs et on aura l'occasion de pouvoir en parler brièvement. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on doit parler d'éthique de l'IA en santé mentale aujourd'hui? Bon, tout d'abord, c'est difficile de passer à côté du fait que l'intelligence artificielle, en particulier à Montréal, occupe toute l'attention, qu'elle soit médiatique ou en matière de recherche. Ça a généré énormément d'évolutions récentes en matière également de santé, qu'elle soit physique ou santé mentale. La clinique, la recherche, la santé publique sont désormais confrontées à des nouvelles potentialités techniques et technologiques qui dépassent souvent ce qu'on était capable de faire auparavant. On observe aussi un décalage très important entre la vitesse d'évolution technologique et l'évolution des formations en santé mentale. Et pour donner l'exemple de mon université, les derniers cours spécifiquement associés aux nouvelles technologies datent d'il y a plus de 10 ans. Et en fait, on n'a pas considéré que c'était nécessairement utile de former spécifiquement sur les nouvelles technologies et les enjeux éthiques parce qu'on baigne dedans au quotidien. Or, on peut voir qu'aujourd'hui, l'IA en particulier soulève des enjeux qui dépassent très largement le cadre de notre formation et qu'il est important, à mon sens, de s'y former.
Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a des besoins potentiels d'une meilleure connaissance éthique, à la fois du côté des développeurs, mais aussi de ceux qui vont l'utiliser, donc en santé mentale, et aussi une meilleure connaissance technique parce que ce sont des outils. Et de la même façon qu'on se familiarise avec les tests qu'on utilise, les checklists qu'on utilise en matière clinique, en matière de recherche, il est également important de bien connaître les outils auxquels on va être confronté. Donc, je ne suis pas évidemment informaticien, mais on va quand même commencer par une petite présentation assez rapide de qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, ou en tout cas, quelles sont les définitions qu'on peut retenir en matière de santé mentale. Et à la fin de cette présentation que vous recevrez par courriel, il y a également une référence d'un livre qui condense un peu beaucoup de ces informations, et donc vous pourriez y faire référence si vous voulez plus d'informations. Donc, l'intelligence artificielle, c'est le terme qui désigne généralement le domaine qui s'intéresse à l'étude et au design, conception de machines intelligentes. C'est un peu la grande définition de McCarthy, une des personnes fondatrices en matière d'intelligence artificielle, qui a donné cette proposition. En matière de santé, on va parfois parler de Autonomous Intelligence Systems. Et cette appellation, aujourd'hui, peut faire consensus dans certains rapports internationaux. Et les Autonomous Intelligence Systems peuvent aussi bien être des algorithmes que des robots. Donc, on va retenir un peu cette appellation. Le but général de l'intelligence artificielle, ça va souvent être de construire des machines qui sont capables de réaliser des tâches que nous définirons comme requérant de l'intelligence. C'est une des définitions retenues par David Luxton, qui est un des spécialistes en matière d'IA et de santé mentale, qui travaille notamment à l'Université de Washington. Quelques exemples de tâches requérant traditionnellement de l'intelligence, c'est le raisonnement, l'apprentissage, la planification, la résolution de problèmes et la perception. On peut voir que beaucoup de ces exemples peuvent évidemment s'appliquer à notre champ en matière de santé mentale. Les quelques techniques qui font aujourd'hui pas mal parler sont évidemment les réseaux neuronaux, le deep learning, où vous avez peut-être entendu parler d'une version assez simpliste aussi, des algorithmes par exemple automatiques de classification. Et donc tout ça, ce sont des exemples des technologies recoupées sous l'ombrelle assez large d'intelligence artificielle. En fait, il y en a une en particulier aujourd'hui qui retient beaucoup l'attention, c'est celle de machine learning ou apprentissage machine ou apprentissage automatique. Et pour lui donner une définition assez rapide, cette discipline permet à des systèmes informatiques en fait, d'apprendre et d'exécuter des tâches de façon autonome en les entraînant d'abord. Cette discipline s'est développée assez rapidement grâce à la multiplication des données et l'augmentation de la puissance de calcul. Donc ici, une petite mise en garde, l'intelligence artificielle n'est pas un phénomène nouveau, c'est un terme qui prête parfois à débat parce que ce n'est pas une appellation extrêmement technique. Ça regroupe beaucoup de champs technologiques très variés, mais on observe qu'il y a eu une résurgence particulière dans les derniers temps en raison de l'augmentation de la puissance de calcul. Donc ici, Dominique pourra vous parler un peu des deux paradigmes qui existent en matière d'intelligence artificielle. Oui, bonjour à tous. Donc, je commence d'abord par dire que moi aussi, je suis très content d'être ici. Là. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis très content de partager cet espace virtuel avec Carl et Nathalie et les autres personnes. Donc, laissez-moi vous dire aussi, peut-être prendre une minute pour motiver la pertinence de la réflexion qu'on a aujourd'hui. Donc, la raison aussi pourquoi on veut parler d'éthique et on veut parler d'éthique dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on pense qu'il est très important de comprendre que ces questions-là, donc le machine learning, les réseaux de neurones et l'automatisation en général dans nos processus de santé, bien, ce n'est pas uniquement qu'une question de technologie. Évidemment, il y a une dimension technologique très importante de développer de nouvelles façons de faire, mais il y a souvent des enjeux éthiques ou des enjeux sociaux plus grands là, qui se cachent dans les décisions que nous prenons, dans la façon dont nous choisissons de concevoir ces systèmes-là, ou même simplement dans les données que nous utilisons pour les entraîner. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. Et pour faire ça, en fait, je pense que sans être trop technique, moi, donc, je suis un éthicien, je ne suis pas un informaticien, donc je ne développe pas de système d'intelligence artificielle. Donc, sans être trop technique, c'est quand même important de comprendre minimalement qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a changé avec ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle. Donc, comme Carl l'a très bien dit, en fait, si on faisait un peu comme l'arborescence là,
de la terminologie qu'on a utilisée. La grande catégorie, c'est l'intelligence artificielle. Là-dedans, on retrouve toutes sortes de technologies. Et à l'intérieur de ça, il y a une approche de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage machine ou le machine learning. Et à l'intérieur de ça, il y a une technologie plus spécifique qu'on appelle parfois le deep learning, ou les réseaux de neurones, en fait, réseaux de neurones profonds. Et c'est surtout ça, ce n'est pas que ça, mais c'est surtout ça qui a mené au développement technologique les plus importants, en fait, dans les dernières années. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles on parle autant d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les réseaux de neurones? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce qu'on faisait avant? La grosse différence, en fait, c'est que les anciennes applications d'intelligence artificielle étaient, disons, pour utiliser un terme un peu du jargon, là, un peu plus symbolique. On essayait de coder un savoir-faire dans un programme, dans une série d'instructions logiques. Et donc, on avait recours à des êtres humains très compétents qui essayaient de transmettre ce savoir-là dans la machine. Quand il est question de réseau de neurones, donc de machine learning, deep learning, ce qu'on fait est complètement différent. En fait. On crée un système qui ressemble un peu à la structure des réseaux de neurones dans le cerveau humain. Et ensuite, on soumet ce système-là à un très grand nombre de données. Et à travers cette phase-là d'apprentissage, donc, le système ajuste ses poids, ajuste ses paramètres automatiquement et à la fin, on est capable de réaliser certaines tâches sans qu'on soit intervenu directement dans la programmation ou dans la structure logique ou dans la façon dont le système procède. Et donc, ça, c'est très, très, très important parce que ces systèmes-là ont une complexité interne qui est très, très grande, en fait, qui dépasse celle des personnes qui les conçoivent. Et ça nous permet de faire toutes sortes de choses très intéressantes. Surtout, ça nous permet de faire des choses que nous, êtres humains, ne pouvions pas nécessairement expliquer de manière finie et formelle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Bien, je vous donne un exemple. La reconnaissance faciale, donc c'est quelque chose de très simple que tout le monde fait en une fraction de seconde, mais on serait bien à mal d'expliquer comment on le fait ou quelles sont les étapes qu'on suit exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement maintenant avec un réseau de neurones en l'entraînant. Mais la manière dont le réseau procède à l'interne pour réaliser cette tâche-là est d'une complexité très, très, très grande parce qu'il y a des centaines de milliers de paramètres, en fait, et ça nous échappe. Okay? On n'est pas capable de comprendre complètement comment le système parvient à réaliser cette tâche. Okay? Donc, c'est un peu ce que montre la diapositive ici, qu'on a au moins deux grands paradigmes en intelligence artificielle. Le premier, donc, que j'ai appelé classique, était plutôt symbolique. On code des choses qu'on connaît avec une série d'instructions dans un système. Le deuxième, la nouvelle intelligence artificielle, procède d'une manière complètement différente. Donc, j'essaie quand même de ne pas être trop technique, mais je vous donne quand même quelques éléments parce que ça va être important plus loin dans la discussion, en fait, pour comprendre là, les enjeux éthiques qu'on va vouloir soulever. Beaucoup du phénomène en fait, de l'intelligence artificielle que Dominique a bien décrit permet aussi de réfléchir à ce qui a été dit avant sur d'autres phénomènes technologiques qui sont complètement liés. Et en fait, on peut difficilement parler d'intelligence artificielle sans évoquer également le fameux big data ou mégadonnées. Le big data ou mégadonnées, c'est un peu un des lits qui ont permis à l'intelligence artificielle de se développer aussi fort dans les quelques dernières années. Mais c'est aussi tout un champ de réflexion qui a été mené autour de l'éthique des données qu'il est important de prendre en compte si on veut être exhaustif, puis si on veut faire un bon travail. En fait, le big data, pour vous donner une petite définition assez rapide, c'est un concept qui existe depuis presque 30 ans et une expression d'un informaticien, Mashi, qui a dit « c'est ce qui est trop grand pour être traité par les outils traditionnels ». Donc, je pense que pour la majorité d'entre nous, ce qui est trop grand pour être traité par les outils traditionnels ou mon classeur Excel, comme l'avait dit un autre chercheur, ce n'est pas une définition extrêmement rigoureuse ni précise qui peut nous satisfaire quand on veut travailler en matière d'éthique ou quand on veut travailler en matière de données. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça, il y avait aussi une définition ou une appellation qui avait été donnée qui était grosse donnée. Donc, grosse donnée, ce n'est pas exactement, encore une fois, le genre d'appellation qui nous fait plaisir en recherche parce qu'on va avoir du mal à travailler avec ça. Pour autant, le phénomène que ça désigne a une réelle pertinence.
Qu'est-ce que c'est? C'est la multiplication actuelle des données et des moyens techniques de les analyser. Cette multiplication de données, on la vit tous au quotidien et elle fait l'actualité assez malheureusement également au quotidien. C'est tout ce qu'on va générer avec nos téléphones, c'est tout ce qu'on va générer avec nos ordinateurs, l'utilisation de sites Internet et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont rentrer en compte dans la gestion des données, que ce soit les sites Internet qu'on utilise comme Facebook ou que ce soit nous aussi également, on peut avoir un contrôle ou une visualisation de nos données quand on fait, par exemple, on utilise les Apple Watch, les objets connectés et ainsi de suite. Il y a un certain consensus autour des caractéristiques de qu'est-ce qu'on appelle Big Data. On dit que les données n'ont jamais été produites avec autant de vitesse ou de vélocité. Elles n'ont jamais été produites dans un aussi grand volume. La diversité du nombre de données qu'on peut utiliser pour être analysées n'a jamais été aussi importante. On a également une dimension de résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données permettent d'avoir un niveau de précision assez important sur différentes variables qu'on pourrait vouloir étudier. Puis la vitesse, c'est assez facile de comprendre également que dans notre travail, on peut se sentir assez rapidement dépassé par l'évolution technologique, par la rapidité à laquelle elle va. Et de la même façon, on suit un petit peu la vitesse des données qui est produite de façon quasi systématiquement beaucoup plus rapide que tout ce qu'on peut faire. Le grand terme de big données ou grosses données n'est pas tout à fait validé par la communauté technique, mais est repris par le grand public parce que l'image est présente. On n'a pas cependant de critères aujourd'hui de qu'est-ce qui est du big data ou qu'est-ce qui n'en est pas. Quand on réfléchit un petit peu aujourd'hui après à la collusion de l'IA et du big data, ça soulève un grand nombre d'enjeux éthiques qui, encore une fois, dépassent très largement le champ de la santé mentale. Et je pense que le but maintenant aujourd'hui aussi, c'est que Dominique vous introduise un petit peu à qu'est-ce que c'est les grands enjeux éthiques qui sont liés à l'utilisation des données, qui sont liés aux données, à leur analyse. Et en fait, la question fondamentale, c'est dans quel bain on baigne un petit peu. Et nous, en professionnels de santé mentale ou en tant que chercheurs qui s'intéressons à ces questions, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte comme grande question plus large que nous? OK, donc, est-ce que je peux changer la tir? Donc, premièrement, avant même de parler d'éthique, donc, faisons peut-être un survol de donc, intelligence artificielle classique, nouvelle intelligence qui s'est développée grâce aux mégadonnées, la puissance de calcul, comme le dit Carl. Donc, pourquoi c'est aussi important? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Il y a au moins 3 choses, en fait. Il y a que les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle donc, sont capables, soit dit en passant, je m'excuse si certaines de mes diapositives sont en anglais, donc j'ai utilisé des diapositives d'une autre présentation. J'espère que vous ne vous en formaliserez pas. Mais donc, trois changements importants. Donc, le premier, c'est que ces systèmes-là peuvent accomplir des tâches que nous ne sommes pas capables d'expliquer de manière formelle et finie. Okay? Comment additionner, je ne sais pas, comment diviser 7992 par 23, ça, c'est une tâche qu'on est capable d'expliquer de manière formelle et finie, mais la reconnaissance faciale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer de la même façon. Donc, c'est une division, comme j'ai donné un exemple avant, c'était très facile à faire avec même pas l'intelligence artificielle, mais l'informatique, mais la reconnaissance faciale, c'était très difficile. Donc, ils sont capables d'accomplir ces tâches-là. Mais ensuite, deuxièmement, leurs performances sont égales ou même parfois supérieures à celles des êtres humains. Quand on parle, par exemple, d'analyse d'images médicales, identifier des patterns pour trouver des cellules cancéreuses ou cancéreuses, par exemple, sur des lamelles, ou analyser des radiographies. Donc, les systèmes ont des performances qui sont très, très, très intéressantes et accomplissent ça en une fraction de seconde et parfois sont même meilleurs que les équipes des meilleurs êtres humains, par exemple, pour analyser des radiographies. Et troisièmement, et c'est important de le souligner, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des experts humains pour entraîner la machine. Okay? On a besoin d'avoir le bon système de données et des connaissances minimales, disons, mais c'est suffisant. Okay? Donc, ça offre des possibilités d'automatisation de différentes tâches ou processus dans nos organisations, dans nos institutions, qui est absolument incroyable. Là.
Donc, par exemple, si on voulait créer un système, donc un réseau de neurones si moi je crée un réseau de neurones qui analyse des radiographies du poumon pour déterminer si un patient a une tumeur au poumon, moi qui n'ai pas radiologiste, je pourrais le faire pas très difficilement, honnêtement, là, surtout à ce point-ci, les outils sont de plus en plus conviviaux. Je pourrais le faire si j'avais accès à suffisamment d'images de radiographie du poumon avec l'information si le patient ou non avait une tumeur. Et si j'avais une banque suffisamment importante d'images, je pourrais entraîner un système qui accomplirait ça maintenant, cette tâche-là dans le futur, même si je ne suis pas radiologue. OK? Donc, ouais, merci. Changement quand même extrêmement important. L'autre chose à dire aussi, donc, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une technologie à usage général, dans le sens qu'on peut l'utiliser dans toutes sortes de domaines. Donc, ça peut amener à des changements extrêmement importants. Ça peut mener à la création de nouveaux savoirs, ça peut nous permettre d'offrir de meilleurs soins de santé, ça peut contribuer de manière substantielle à la création de richesses. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on ait un discours extrêmement enthousiaste et optimiste par rapport à tous les bienfaits de l'intelligence artificielle, et on a raison de l'avoir et on a raison de l'alimenter, ce discours. Toutefois, parallèlement à ça, depuis quelques années, il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes qui ont émergé face au système d'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas des raisons pour mettre un frein à ce que nous faisons nécessairement, mais c'est un peu des discours qui demandent de se conscientiser, en fait, un certain nombre d'aspects. Est-ce que tu peux changer? Donc, je vais un peu survoler ces aspects-là rapidement. La première chose, en fait, que je voudrais dire, donc là, donc si tout fonctionne bien sur le plan technologique, vous devriez voir une diapositive là, qui est passablement chargée avec un certain nombre de flèches, une ligne du temps. Donc, remarquez bien la période, disons, 2010-2015. C'est là où j'ai un peu situé, j'ai appelé ça l'émergence des applications du machine learning, donc d'apprentissage machine. En réalité, comme Carl l'a dit d'ailleurs, c'est pas vrai parce que l'apprentissage machine, les technologies existaient avant, mais c'est le moment où ça a un peu explosé. Et là, 2012 d'ailleurs, un événement scientifique en 2012, c'est là qu'on a vu les premiers résultats, notamment en classification d'images. Mais après ça, à partir de 2012-2013, il a commencé à avoir de plus en plus d'applications commerciales, surtout auprès des grandes entreprises de technologie au début, mais maintenant, ça l'a rayonné à l'extérieur de ça. Okay? Mais donc, ce que je veux dire avec cette diapositive-là, c'est deux choses. La première, c'est vous donner un peu une idée des enjeux, mais c'est aussi vous montrer que certains des enjeux de l'intelligence artificielle, enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, ne sont pas nécessairement des nouveaux enjeux parce que c'est des enjeux dont on parlait depuis quand même assez longtemps. Donc, un des premiers enjeux, c'est la question du chômage technologique. Évidemment, quand on a la possibilité d'automatiser certaines tâches dans une organisation, une institution, on remplace des travailleurs humains par des machines. Donc, il y a un risque qu'il y ait moins d'emplois ou qu'il y ait une contraction du marché de l'emploi. Ça reste à voir parce que c'est possible que ce transfert-là vers l'automatisation des technologies crée de la croissance économique aussi, ce qui va générer plus d'emplois. Donc, ça reste à voir quel sera l'effet, mais il y a un risque qui est réel. Un autre enjeu, c'est les enjeux de vie privée qui sont très importants parce qu'on a besoin de beaucoup de données pour entraîner les systèmes. Mais ça non plus, il ne s'agit pas de nouvel enjeu. On en parlait déjà beaucoup avec l'émergence des technologies de l'information et de la communication dans les années 2000. On en a parlé encore beaucoup avec les mégadonnées. On n'a pas fini d'en parler, il faut continuer. Mais donc, c'est un enjeu qui est là depuis longtemps. Des enjeux au niveau de la transformation de la société, d'autres questions aussi là, sur l'ontologie de l'intelligence artificielle. Je vais passer rapidement là-dessus. Peut-être parmi les nouveaux discours ou les nouveaux groupes d'enjeux qui ont émergé là, plus tôt dans les dernières années, il y a la question qu'on appelle parfois du risque existentiel. Donc, le risque qu'on développe une intelligence artificielle dotée d'intelligence générale qui serait supérieure à celle des êtres humains. Sur le plan technologique, on n'est pas du tout rendu là. Donc, c'est un discours qu'on a un peu laissé de côté depuis une année ou deux, mais il était très présent dans le débat public, là, disons, autour de 2015. Ensuite, tout le mouvement qu'on appelle donc le Fairness, Accountability and Transparency, comment créer des systèmes d'intelligence artificielle qui sont équitables et à propos desquels on peut rendre des comptes et qui sont transparents. Finalement, donc, deux autres groupes d'enjeux, là. Un qui s'appelle Ethically Aligned AI, où là, on se demande comment on peut créer des systèmes
donc, quand un système est autonome, comment on peut faire en sorte que sa prise de décision est assez bien alignée avec la prise de décision des êtres humains. Pensons par exemple à des armes autonomes ici ou des drones ou des robots qui évolueraient dans des environnements humains, dans un hôpital par exemple, ou dans une organisation. Comment s'assurer qu'ils vont prendre des décisions qui sont alignées avec la moralité humaine. Et finalement, ce qu'on appelle parfois la 4e révolution industrielle, où là, il y a beaucoup de liens en fait avec toute la réflexion sur le chômage technologique. On se demande quelles sont les grandes transformations, justement, que l'intelligence artificielle va amener au niveau de l'industrie. Il me reste combien de temps? On a du temps. Ah oui, OK. Bon, parfait. Donc, on me dit qu'on a encore quand même du temps. Donc, je prends quelques minutes pour vous donner peut-être un exemple un peu plus concret là, du type de situation qui pourrait émerger dans le système de santé. Et après, dans une autre partie de la discussion, on parlera plus spécifiquement là, des enjeux pour la prévention du suicide. Mais donc, je vous montre une diapositive ici qui discute d'un cas dont on a parlé là, dans le journal d'éthique de l'AMA, où on imagine, donc on propose de créer ce qu'on pourrait appeler, donc en anglais, c'est Automated Surrogate Decision Making System, disons, que je traduirais là, de manière un peu boiteuse en fait, mais enfin bref, en français, par un système automatisé de substitution à la prise de décision. Hein? Mais donc, grosso modo, c'est qu'on sait maintenant que les systèmes les réseaux de neurones, les systèmes d'apprentissage machine, nous permettent quand même assez bien d'identifier des patterns, des régularités dans les données, toutes sortes de données différentes qu'on peut donner à un système pour l'entraîner. Et donc, la proposition qui est faite ici, c'est pourquoi ne pas utiliser ce système-là, en fait, pour nous aider à savoir ce qu'un patient déciderait dans une situation où il n'est pas apte à donner son consentement. Okay? Donc, dans un contexte de soins médicaux, il arrive souvent donc qu'un patient donc c'est difficile de communiquer avec un patient, il est inconscient ou il n'est pas pleinement conscient, donc il n'est pas apte à donner un consentement libre et éclairé. Et donc, la proposition qui est faite ici, c'est de dire, pourquoi on n'essaierait pas d'utiliser toutes sortes de données sur les décisions que des patients ont prises par le passé et d'entraîner un réseau de neurones avec ces données pour essayer de prédire, en fait, la décision que le patient prendrait selon toutes sortes de paramètres, l'âge, le sexe, l'historique médical, je ne sais pas moi, le poids, l'emploi, toutes sortes d'informations. Et dans les situations où donc le patient ne pourrait pas donner son consentement, on pourrait se tourner vers ce système-là pour savoir ce que le patient prédit, essayer de prédire ce que le patient déciderait et utiliser ça un peu comme une aide à la décision pour le personnel médical. Okay? Donc, ça, c'est quand même... Donc, technologiquement, on n'est pas rendu là. À ma connaissance, il n'y a pas d'équipe vraiment qui essaie de développer sérieusement ce type de système-là. Mais la proposition est néanmoins sérieuse, dans le sens qu'on l'a fait, on l'a fait en se questionnant vraiment comment on pourrait réaliser ce type de système. Okay? Donc, selon peut-être où vous vous situez, vous trouvez peut-être l'idée très intéressante ou au contraire, elle vous semble tenir pratiquement d'une dystopie futuriste, là, ça peut être un ou l'autre. Donc, mais j'aimerais juste donc attirer votre attention sur un peu les enjeux que ça peut soulever, ce type d'application-là de la technologie dans le système de santé. Donc, il y a au moins 5 enjeux différents. Donc, quand on veut utiliser les réseaux de neurones dans le système de la santé, la première, c'est que si on choisit d'automatiser certaines tâches, déjà à un niveau très, très fondamental au premier degré, ça va soulever toutes sortes d'enjeux au niveau de la gestion des ressources humaines, en fait, parce qu'on va se trouver à remplacer le travail d'être humain par des machines. Donc, ça peut mener à des pertes d'emploi. À tout le moins, ça mène à une restructuration qui peut être passablement importante d'organisations, de différentes organisations médicales. Et cette transformation-là, on est en train de la vivre en ce moment. Donc, le système que je vous ai parlé là, il y a 2 minutes n'existe pas encore, mais c'est à Montréal, à l'international, on a fait le virage de l'intelligence artificielle. On met énormément de ressources sur l'intégration de la technologie dans nos processus de soins.
Et donc, ce virage-là, il est en train de se faire et on développe en ce moment toutes sortes d'outils pour aider le personnel médical à prendre des décisions. Okay. Un autre enjeu, en fait, c'est des possibles enjeux de discrimination et de biais. Okay? C'est important de savoir que, donc, quand on crée un réseau de neurones, il faut l'entraîner avec des données et des données, il n'y a aucune donnée qui n'est pas biaisée. Okay? Il y a toujours un biais d'une façon ou d'une autre. Donc, dans notre système, disons, imaginons le système dont je parlais tout à l'heure, bien, si notre hôpital est fréquenté majoritairement par des francophones blancs donc, qui sont nés au Québec, qui ont grandi au Québec toute leur vie, et on a très peu de minorités visibles, par exemple, qui fréquentent l'hôpital. Bien, si on entraîne notre système avec ces données-là, il est possible que le système soit un très, très bon prédicteur de la décision qu'un blanc francophone d'origine québécoise prendrait, mais un très, très, très mauvais prédicteur de la décision qu'une personne issue d'une autre minorité ethnique, par exemple, pourrait prendre. Okay? Donc, il y a toujours des données qui sont biaisées. Les données sont toujours biaisées d'une façon ou d'une autre. Et c'est un enjeu très, très, très important. Et c'est difficile d'y faire face parce que bien, je ne dirais pas tout de suite, là, je vais parler des autres enjeux avant parce qu'ils sont liés. Okay? Donc, deuxième enjeu, discrimination et biais. Troisième enjeu, bien, c'est la transparence. Donc, ces systèmes-là, quand on choisit d'automatiser, souvent, donc, on repose sur des solutions technologiques, sur des programmes informatiques, sur des systèmes informatiques. Souvent, il y a des enjeux d'opacité, en fait. Parce que c'est souvent une autre entreprise ou organisation qui développe le système. Ceux qui utilisent le système ne comprennent pas dans les moindres détails comment il fonctionne. En général, on a cette problématique-là. Mais quand il est question de machine learning et de réseau de neurones, là, la problématique est exacerbée parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ce qui se passe à l'intérieur du système, on ne le comprend pas complètement. Okay? Tout simplement parce que sa complexité est très, très grande. On a une information parfaite sur ce qui se passe à l'intérieur d'un réseau de neurones, mais donc pour le cerveau humain, c'est impossible ou pratiquement impossible, en fait, de le comprendre complètement. Donc, c'est très difficile de comprendre pourquoi le système prend ses décisions et aussi de l'expliquer, en fait, soit aux usagers du système ou même aux patients. Et dans un contexte de soins de santé, évidemment, c'est très important d'être capable de faire ça. Okay? D'être capable de fournir des explications claires et simples, surtout justement parce que parfois, on fait affaire avec des patients qui ne sont pas nécessairement, pour toutes sortes de raisons, qui sont vulnérables, en fait, et qui sont vulnérables. Donc, problème d'explicabilité et finalement, problème de reddition de comptes. Parce que comment on fait pour rendre des comptes sur notre système, sur le fait que son usage est acceptable? Si on ne le comprend pas vraiment, c'est très opaque, il y a possiblement des biais, ça devient un enjeu qui est quand même assez important. Donc, on a tous ces enjeux-là, au moins, qui apparaissent avec l'usage de l'intelligence artificielle de manière générale là, dans le monde de la santé. Donc, comme Dominique l'a présenté, on peut voir que les enjeux sont assez immenses. Et en fait, quand on essaie de l'appliquer ensuite à la santé mentale, on peut être assez étourdi un peu par rapport à la taille des enjeux, par rapport aux décisions qu'on peut prendre au quotidien. Et si on doit essayer de confronter des grands questionnements éthiques avec une prise de décision ou la nécessité de prise de décision au quotidien, ou parfois il est même question de vie humaine, ça peut être des enjeux et il peut y avoir une sorte de tension assez complexe à gérer. Il y a plusieurs applications possibles en santé mentale qui recoupent ce que Dominique a dit. En fait, pour David Loxton, on peut utiliser l'intelligence artificielle en santé, où elle est utilisée aujourd'hui dans plusieurs cas. On peut voir la variété. C'est d'abord de l'aide à la décision ou au diagnostic, c'est-à-dire à partir, par exemple, de données hospitalières, de dossiers cliniques. Est-ce que le clinicien serait en mesure d'avoir accès à une sorte, par exemple, de système de classification en fonction du niveau de risque? Par exemple, pour la prévention du suicide, c'est des questions qui sont en train de se poser. Quand un clinicien rencontre un client ou un patient, est-ce qu'il va avoir, par exemple, un moyen d'avoir une sorte de drapeau rouge ou drapeau vert qui va lui indiquer est-ce que la personne que j'ai en face de moi est à risque? C'est aussi quelque chose qui est à l'étude, notamment, par exemple, dans les lignes d'aide ou lignes d'écoute par clavardage, par Internet et ainsi de suite. Ensuite, on a le repérage. Alors ça, c'est vraiment une question quasiment de ce qu'on appelle l'infodémiologie, c'est-à-dire de l'épidémiologie à partir des données informatiques. Donc, qu'est-ce que ça peut être? On est dans une dimension quasiment d'anticipation du risque, par exemple,
après le décès d'une célébrité connue, essayer de repérer est-ce que les personnes parlent sur les réseaux sociaux numériques comme Twitter par exemple ou Facebook, beaucoup du suicide. Est-ce qu'ils parlent de méthode? Si la méthode de suicide utilisée par une personne célèbre a été diffusée, est-ce qu'on peut observer des sortes d'inquiétudes ou de mentions de ça, par exemple, sur les réseaux sociaux? Le repérage également peut se faire en matière d'anticipation des besoins pour les services publics. Et beaucoup de gouvernements, par exemple, notamment en Australie, sont en train de se poser la question de faire une sorte de système automatisé où on va croiser les différentes données publiques qu'on peut avoir. Donc, que ce soit les données, par exemple, l'équivalent de la RAMQ, avec les données issues, par exemple, de la fréquentation des services d'urgence, des dossiers cliniques, et ainsi de suite. Ensuite, on a le domaine très large des agents affectifs ou conversationnels de type chatbot. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui offrir des lignes de des soins de première ligne ou d'urgence, ou au moins une intervention d'urgence, simplement pour avoir une personnalité ou une présence numérique qui vous répond en premier lieu. Ça commence à être utilisé notamment en matière de soins thérapeutiques, et on va le voir juste à côté. C'est notamment un outil d'assistance pour les cliniciens qui veulent justement, on ne peut pas être présent tout le temps avec les patients ou les clients, et donc proposer un chatbot qui vous permet de vous entraîner, d'exercer certaines stratégies, par exemple pour réduire votre stress ou votre anxiété. C'est une des choses qui sont à l'étude et qui commence à être fait notamment à Montréal. Et ensuite, on a la santé prédictive ou big data qui est en lien avec le repérage, où là, on se pose des questions à un niveau vraiment national, voire international. Est-ce qu'on pourrait être en mesure de prédire, par exemple, les taux de suicide ou les taux de dépression en fonction de populations ou de sous-échantillons à partir de données, de différents croisements? Et le but ici, c'est clairement, au niveau public national, d'avoir une meilleure image de quelle est la situation ou l'état de santé général de mon pays, de sa population, et essayer de regarder est-ce que dans le futur, je serai en mesure de savoir qu'est-ce qui est possible. Donc, quelques petits exemples d'autres que je peux vous donner. On a par exemple, pour mieux comprendre le phénomène clinique, des études qui ont été faites utilisant des algorithmes qui mêlent données biologiques et cliniques de patients schizophrènes. Et le but, c'est d'avoir une sorte de meilleur état ou suivi de leur état de santé mentale et d'essayer de voir est-ce qu'il y a une forme de temporalité, est-ce qu'il y a des cycles dans l'apparition de leurs symptômes. Ça va être également assister les cliniciens, comme je vous l'ai dit, avec par exemple le signalement en temps réel des risques suicidaires ou intervenir plus rapidement. Par exemple, sur Facebook, c'est une question qui se pose avec les algorithmes de détection et ainsi de suite. On a le projet Durkheim que je vous inviterai à aller regarder, qui est un des projets les plus connus aux États-Unis et qui croise les données des vétérans sur les réseaux sociaux et les données cliniques. On a également Facebook qui a développé rapidement des outils de prévention par chatbot. Donc, si l'algorithme repère que vous êtes potentiellement à risque, un message vous sera envoyé de façon automatique et vous pourrez converser sur Messenger avec des professionnels de santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux juridiques et éthiques, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On peut voir qu'on est dans une vision quasiment binaire entre attention au danger et en même temps, vous allez sur le site d'IBM ou de tous les prestataires de services, vous avez un meilleur futur, des projets emballants qui vous sont proposés ou comment résoudre tous les problèmes auxquels vous étiez. Donc, c'est le fameux clivage entre techno-optimisme et techno-scepticisme. Le problème, c'est que pour nous, en santé mentale, on va avoir une conjonction en fait des enjeux qui existaient déjà dans notre pratique avec des nouveaux enjeux beaucoup plus larges comme ceux que Dominique a mentionnés. Ça soulève un certain nombre de défis. Ça soulève un certain nombre de défis actuels pour nous en matière de prévention, de clinique. Et je veux essayer de vous présenter une synthèse des quelques réflexions ou observations qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que ça implique l'IA en matière éthique pour la santé mentale? Je vous ai déjà mentionné le fait qu'il y a un risque parce qu'il y a un manque de formation du côté de la santé. Donc, il se crée de plus en plus de filières spécialisées, mais les formations généralistes en santé mentale ont très peu de contenu sur ces sujets. Pour autant, on devient tous utilisateurs, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, d'outils technologiques dont la complexité dépasse clairement notre formation. Le risque, en fait, c'est d'adopter des technologies sans en comprendre les risques. Est-ce qu'on utiliserait un test psychométrique sans savoir exactement pour quelle population il est adapté? A priori, non.
Enfin, l'IA ou le big data sont très discutés au niveau de leur impact social, mais encore très peu, voire pas, par les acteurs de la santé mentale. J'ai fait une recherche récemment sur l'utilisation de l'IA en prévention du suicide, et on peut observer que pour un domaine aussi discuté que la prévention du suicide et l'intelligence artificielle, on observe très peu de considérations éthiques supplémentaires ajoutées dans les articles. Ce qui n'est pas sans poser la question de se demander, alors que la société ou beaucoup de personnes dans le milieu académique interrogent le côté surveillance que l'IA pourrait entraîner du point de vue social, pourquoi est-ce qu'en santé mentale, on ne se rend pas nécessairement compte qu'on est en train peut-être d'utiliser des outils qui, du point de vue du grand public et des gens qu'on veut aider, va être assimilés à de la surveillance. Ensuite, les récents scandales gouvernementaux comme Snowden, l'affaire Snowden ou Facebook montrent qu'il est très difficile d'avoir une éthique des données universelle et respectée. C'est uniquement à partir de cette année que la Californie, qui concentre quasiment la totalité du pouvoir technologique, vient de se doter d'une sorte de règlement en matière de vie privée. Or, il n'y a pas de commissaire à la vie privée, donc on peut être dans une situation où, quand on est dans un domaine comme la santé mentale, où la vie privée des gens doit être au cœur de nos pratiques, on va utiliser des outils qui sont clairement pas nécessairement au même niveau d'exigence qu'on peut avoir. En fait, ça pose plusieurs défis pour la recherche. C'est parce qu'en fait, on développe beaucoup de connaissances précieuses en sciences humaines pour le profilage individuel, qui sont utilisées par des sociétés comme Cambridge Analytica, qui ont été notamment sous le feu des critiques. Et donc, nos connaissances en psychologie, par exemple, ou en santé mentale, peuvent être utilisées pour du profilage individuel, ce qui soulève encore une fois la question de la surveillance. Ensuite, en raison des coûts et des défis techniques, le milieu privé est souvent beaucoup plus rapide et beaucoup plus équipé que la recherche. Et le problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement les mêmes niveaux d'exigence technique. Pour quiconque, et je suis sûr pour la plupart d'entre vous qui êtes passé par un comité éthique, c'est beaucoup plus complexe que, évidemment, de développer au niveau d'une start-up des propositions d'études ou d'analyses de données qui pourraient avoir des résultats affectant la santé mentale ou simplement présentant des résultats d'intérêt pour la santé mentale. Et en fait, le défi pour la pratique, c'est que si on développe plein de stratégies de détection automatisées, c'est merveilleux, mais on a le risque d'être dépassé au niveau des ressources sur le terrain. Ensuite, on a également le risque très connu en matière hospitalière de fausses alarmes. Est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser les gens avec le nombre de faux positifs qu'on risque de leur soumettre? Donc voilà, il y a un certain nombre de défis sociaux qui viennent avec, de gouvernance, d'encadrement, et je vais passer assez rapidement dessus parce que Dominique les a déjà bien abordés. Je mentionnerai juste un point, c'est que la plupart des rapports internationaux en matière d'intelligence artificielle et éthique soulignent le fait qu'ils veulent prendre le temps de bien analyser en quoi est-ce qu'un encadrement éthique fort risquerait d'impacter leur compétitivité économique. Cette absence en fait, de prise de décision légale tranchée et claire sur la matière de l'éthique et de l'intelligence artificielle pose un problème pour nous, c'est qu'on est dans une sorte de zone grise encore. Et il y a un certain nombre de recommandations qu'on pourrait faire pour renforcer chez les acteurs privés ou publics ce qu'on peut faire pour augmenter la présence de l'éthique. Oui, donc la question, c'est comment renforcer la présence de l'éthique dans le milieu des affaires, chez ceux qui développent l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine en particulier. Donc, vous vous en doutez, la question est vaste. Je vais juste me contenter peut-être de soulever un certain nombre de points. Bien, la première chose la plus importante à faire, honnêtement, c'est de reconnaître les enjeux, okay, qui sont là, qu'ils existent. Et ça peut sembler un peu trivial de dire ça, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Okay? Souvent, on parle avec des gens qui développent la technique ou même des gens dans le milieu médical et il y a une méconnaissance vraiment profonde des enjeux et un très, très grand optimisme par rapport à la technologie qui est tout à fait justifié, en fait. Donc, c'est important de réaliser qu'il y a des enjeux, notamment au niveau des biais de la discrimination. Donc, des gens qui travaillent, donc des scientifiques qui travaillent dans le monde médical sont très conscients de l'idée de biais et de possibles discriminations qui peut en résulter. Habituellement, on est assez conscient de ça, mais il peut arriver qu'on sous-estime, en fait, la difficulté de prévenir ce type de problème-là dans le cas d'application d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que contrairement à des modèles statistiques habituels qui sont utilisés par les chercheurs ou les praticiens dans le monde de la santé, quand il est question de réseau de neurones, c'est très difficile d'éliminer les biais parce qu'on ne sait pas sur quel élément des données va être important pour le système pour rendre sa décision. Okay? Si on a un système qui lit des radiographies, par exemple, qui analyse des images médicales pour déterminer s'il y a des cellules cancéreuses,
On ne sait pas quels sont les éléments qui sont importants ou non pour le système, et c'est très difficile, en fait, de fournir des données non biaisées ou de prévenir ce type de biais-là ou ce type de discrimination. Okay? Il y a un certain nombre donc de protocoles, d'outils, de déclarations qui ont été développés. Carl en parlait un petit peu plus tout à l'heure aussi, c'était mentionné déjà. Donc, on peut déjà se tourner de ce côté-là. Moi, personnellement, je travaille sur un certain nombre de techniques, disons, pour augmenter, en anglais, on dirait accountability, là, en français, on pourrait traduire par reddition de comptes. Donc, pour nous aider les organisations ou les institutions publiques à rendre des comptes sur les systèmes d'intelligence artificielle. C'est difficile, étant donné la très grande complexité, les problèmes d'explicabilité qu'on a avec les réseaux de neurones. Je pourrais en dire plus, en fait, sur les techniques spécifiques. Là, vous voyez, j'ai écrit transparence du code, mais j'ai écrit que c'était insuffisant. Et après ça, il y a ce que j'appelle les techniques exogènes, endogènes. La division n'est pas tellement importante, mais je pourrais vous en dire plus sur les techniques si ça vous intéresse pendant la période de questions. Mais sinon, je vous dirais finalement, si dans vos organisations où en fait vous êtes confrontés à, vous devez prendre la décision, est-ce qu'on développe un système d'IA, est-ce qu'on choisit d'automatiser certains processus, ou vous êtes confronté à une situation où ça a déjà été fait, donc on a déjà recours à un système d'intelligence artificielle. Je dirais qu'il y a 3 questions importantes qu'il faut se poser en fait. Mais la première, il faut se poser une question, et chacune des questions en fait nous amène à faire appel, je crois, à des spécialistes différents, ou à des gens qui ont une expertise différente. Donc, la première question, évidemment, c'est une question de la validité technique du système qu'on essaie de développer. Et c'est pas si facile, comme je vous dis, c'est pas si simple que ça. Là. Donc, il faut s'assurer que nos données d'entraînement sont bonnes, évidemment, qu'on a choisi le bon type de réseau, qu'on mesure bien son efficacité, son taux d'exactitude dans ses prédictions, par exemple. Donc, sur le plan technique, ce qu'on fait, c'est valider. Et là, on a besoin de spécialistes en apprentissage machine, d'informaticiens, ou d'autres types de spécialistes pour nous aider à répondre à ce genre de questions-là. Et l'autre question qu'il faut se poser dans un deuxième temps, même si on a un système qui est valide, qui fonctionne bien sur le plan technique, c'est l'adéquation, en fait, de ce système-là avec les buts de notre organisation. Donc, je vous donne un exemple. Supposons que je suis un petit organisme qui œuvre dans la prévention du suicide et là, j'ai réussi à créer cet incroyable algorithme qui va aspirer là, tout ce qui se passe sur Twitter, Facebook, dans les nouvelles, et dans le bottin de téléphone et réussit à prédire de manière quand même assez précise le risque qu'un individu X soit tenté de comportement suicidaire ou non. Supposons que je mets le système en place et ça me mène à finalement un peu laisser aller tout un groupe de 20, 30, 40 bénévoles qui auparavant étaient là un peu pour répondre au téléphone s'il y a des gens qui appelaient dans l'organisation. Okay? Peut-être que cette décision-là, finalement, ça mène à quelque chose qui n'est pas vraiment conforme avec les buts de mon organisation, parce que pour moi, le rapport avec les bénévoles, la prise en charge peut-être des individus là, qui travaillaient pour l'organisation était importante. Et là, je ne peux plus le faire nécessairement avec ce système-là automatisé. Et donc, ça, c'est vraiment des questions qu'il faut répondre à l'interne, à l'intérieur de son organisation. Et troisième type de question, c'est les problématiques plus larges, problématiques sociétales qui sont plus grandes. Exemple, je crée un système donc pour prévenir les risques de suicide, mais évidemment, les données que j'ai, c'est surtout des données sur des Blancs francophones, urbains, disons, qui sont très présents dans les médias sociaux, on va dire, et pour lesquels je peux avoir beaucoup d'informations. Et je me rends compte que mon système, en fait, a très peu de données sur les populations autochtones, pour toutes sortes de raisons. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de laisser tomber le système ou non? Donc, il y a d'autres enjeux techniques parce que le système n'est pas invalide sur le plan technique. Ça peut être conforme avec les buts de mon organisation, mais il y a des enjeux éthiques, enjeux sociétaux qui sont plus grands aussi. Donc, une proposition en forme de conclusion, c'est, comme on l'a dit, l'éthique, c'est un sujet très large et comme quelque chose que Dominique m'avait dit il y a quelques années, parler d'éthique, c'est bien beau, mais il faut savoir exactement de quel concept on parle et il faut de la précision. Et on peut voir qu'aujourd'hui, la vie privée est considérée comme le principal enjeu éthique, mais il y en a un grand nombre. Et pour essayer en fait de rendre tout ça plus intelligible, il y a une initiative que j'ai co-développée avec plusieurs chercheurs qu'on a appelée le Canada Protocol ou Protocole canadien, qui est une initiative en accès libre. Vous pouvez y aller sur canadaprotocol.com et son but, c'est de proposer en fait une checklist pour dépasser ce qu'on pourrait appeler comme la surcharge morale telle qu'elle a été nommée dans les rapports internationaux, c'est-à-dire le fait d'être complètement dépassé par les enjeux beaucoup trop importants en dehors du champ de compétences. Donc, cette checklist, il y a plusieurs outils qu'on développe et il y a notamment une checklist en matière de santé mentale
qui est gratuite, accessible sur le site et qui passe en revue plusieurs grands sujets. Tout d'abord, la description des systèmes intelligents autonomes. Le but, c'est que l'utilisateur ou développeur de l'IA se pose les questions essentielles qui existent dans la littérature. On a regroupé toutes les grandes questions qui existaient dans les rapports internationaux. On a essayé de les synthétiser, de faire des questions précises pour que vous puissiez passer en revue l'utilisation de votre algorithme, de votre système intelligent autonome ou de votre robot et que vous regardiez un peu les différents enjeux. Vie privée, transparence, sécurité, risques précis liés à la santé et les biais. On peut être aussi bien confronté à des enjeux comme celui de tromper les personnes qui pensent être avec un humain si on crée un chatbot alors qu'en fait c'est un système intelligent. Donc voilà, ces quelques exemples montrent que la santé mentale ne peut pas faire l'impasse sur les questions éthiques et en matière d'intelligence artificielle si on veut saisir le plein potentiel et savoir aussi faire le choix et discriminer. On vous propose ici un livre pour aller plus loin et on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Karl et Dominique. On va maintenant passer à la période de questions, mais avant ça, je vais vous inviter à nouveau à inscrire dans le module Converser le nombre de participants qui est présent dans votre salle si vous êtes plus d'une personne derrière votre ordinateur. Pour poser vos questions aux conférenciers, vous avez donc le module questions et réponses Q et R situé en bas de votre écran. Et j'ai donc déjà deux questions ici. Une première question de ZoomAnandDB, qui est avec des statistiques sur les risques d'erreurs provenant des analyses à partir des données imparfaites ou insuffisantes. Je peux donner l'exemple en prévention du suicide où il y a un premier problème, c'est que il y a en effet des études qui sont faites sur, par exemple, la détection du risque suicidaire à partir de données cliniques ou aussi bien à partir de données de réseaux sociaux. Et pour l'instant, les modèles peuvent montrer qu'ils sont très efficaces, par exemple à 95% ou à 90%. Le problème qui se pose, c'est notamment en matière de prévention du suicide, c'est celui numéro 1 de qu'est-ce qu'on fait de ceux des 5% qui sont oubliés. Donc, est-ce que ce sont des vrais positifs qu'on aurait oubliés ou qu'on a oublié de détecter? Il y a une question de responsabilité. Si on est en mesure de détecter, si on est en mesure d'aider, par exemple, en prévention du suicide ou en santé mentale en général, on est dans l'obligation d'aller porter de l'aide. Mais en prenant le risque de louper des personnes, d'en manquer, ça soulève la question de qui va porter la responsabilité. Est-ce que l'État peut se permettre de la porter? Et il y a des questions qui sont encore assez peu résolues. Et l'autre problème qui vient, c'est que par exemple, en santé mentale, on voit qu'il y a des initiatives qui sont faites à partir de données qui sont très intéressantes et qui vont utiliser malheureusement des outils qui déjà, dans la clinique et la pratique, ne sont pas reconnus comme assez appuyés par la science. Par exemple, en matière de prévention du suicide, la plupart des outils qui ont été utilisés pour la détection du risque suicidaire dans les hôpitaux, dans les centres d'intervention, il y a eu des méta-analyses pour regarder est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils ont été appuyés par des données probantes, et on voit que pour 90% d'entre eux, non. Donc la question, c'est quel outil on utilise, et encore une fois, c'est un peu la question de la réplication ou de la discrimination. Si vous prenez un outil qui ne fonctionne pas et que vous le mettez à plus large échelle avec un système intelligent, vous risquez peut-être de répliquer des discriminations, répliquer des biais, répliquer des erreurs à un beaucoup plus grand niveau. Donc oui, il y a un potentiel. Malheureusement, il y a beaucoup de questions, notamment en matière de santé mentale, de responsabilité et de risque qui méritent d'être éclairées un peu plus. Je vais juste rajouter un élément là-dessus aussi. Donc, c'est important de réaliser que le problème est potentiellement plus important là, dans le cas de réseaux de neurones d'intelligence artificielle. Parce que, bon, la prédiction statistique, on en faisait avant, on en fait tout le temps, on continue à en faire. Mais avec les modèles qu'on crée en ce moment, on sait quelles sont les variables qu'on utilise, OK? Et on peut quand même utiliser un certain nombre de techniques pour éviter qu'il y ait des biais dans ces variables-là. C'est pas parfait non plus, c'est un enjeu, mais on sait les variables qu'on utilise. Quand on utilise un réseau de neurones, bien, souvent, on peut fournir au réseau un très grand nombre de données, structurées ou non, mais on ne sait pas exactement quels sont les éléments dans ces données-là, où est-ce que le réseau va voir ces patterns. Donc, c'est beaucoup plus difficile de prévenir la discrimination quand on ne sait pas comment le système fait ses prédictions. Pourquoi on ne sait pas comment? Bien, là, je répète des choses que j'ai déjà dites, mais parce qu'il y a une extrême complexité à l'intérieur du système et donc, on ne comprend pas complètement comment il arrive à produire sa prédiction, par exemple, ou donner sa réponse. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question de Kaltoum Arachi, qui me semble être plutôt pour Dominique, et qui concerne the Automated Surrogate Decision Making. La question, c'est est-ce que les personnes devront donner leur consentement pour utiliser ces données personnelles pour que l'intelligence artificielle puisse prédire la décision?
et il est mentionné que c'est une question éthique pour le partage ou non des données. Donc, là, c'est notre discussion très hypothétique là, parce que le système n'est pas mis en place et il n'existe pas. Donc, j'ose espérer que oui, on va demander aux patients de fournir leur consentement. Maintenant, en ce moment, dans le monde médical, il arrive très souvent là, que nos données premièrement, sont utilisées de manière qu'on ne contrôle pas vraiment. Là. Et quand elles se promènent, elles peuvent être utilisées par d'autres organisations, aussi par des intermédiaires. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là de manière générale. Mais aussi, nos données sont utilisées pour développer toutes sortes d'applications en ce moment. Ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'on va les anonymiser. Pour qu'on ne puisse pas reconnaître l'identité des individus, mais les données sont utilisées. Et je rajouterais qu'il y a des initiatives qui commencent à se poser pour justement, est-ce qu'on peut avoir des données éthiques en santé? Et le CHUM à Montréal a maintenant un centre de données de santé qui peuvent être utilisées pour les recherches en intelligence artificielle. Et ils essaient de répondre à cette question parce que le consentement, c'est le problème constant qu'on a en matière d'utilisation des données. Est-ce que vous êtes conscient que Facebook est en train de faire un repérage systématique du risque de dépression ou du risque suicidaire? Dans la plupart des cas, non. Et il y a une étude de 2014 qui avait été faite sur est-ce que si je change le nombre de messages positifs ou négatifs qui apparaissent sur votre page Facebook, est-ce que vous allez avoir tendance à produire plus ou moins de messages négatifs? Et ils se sont rendus compte que oui, plus on a de messages négatifs, plus on en produit également. Mais le problème qui avait été soulevé, c'est qu'ils ont fait cette étude sur plusieurs dizaines de milliers de personnes sans avoir demandé le consentement. À partir du moment où ça a été su, ils ont changé les conditions d'utilisation quasi immédiatement. Facebook est sur le radar de beaucoup de gens, donc eux l'ont changé sous la pression. Mais combien d'initiatives sont faites actuellement, notamment dans le secteur privé, sans la recherche ou la conscience explicite de est-ce qu'il y a eu un consentement libre et éclairé? Même juste directement dans le monde médical, là, si on pense à des technologies qui sont là depuis un certain temps, là, comme les, là, je m'excuse, le terme français m'échappe, mais les pacemakers, là, donc pour régulariser le cycle cardiaque, ces données-là peuvent transmettre en continu, en fait, des données. Et là, ben, c'est peut-être le système de santé publique qui est responsable du soin, mais c'est souvent l'entreprise privée qui a développé le système, en fait, qui analyse des données, qui fournit des informations. Donc, ces données-là qui sont extrêmement sensibles, on s'entend, peuvent se promener pas mal, en fait, sur Internet et peuvent se promener pas mal d'une organisation à une autre et transpirer dans le secteur privé et même dans une compagnie dont le siège social n'est pas nécessairement au Québec ou au Canada, ça peut être à l'international. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et donc, pour répondre à la question, l'objectif, c'est que oui, les gens vont donner leur consentement, un consentement éclairé. C'est pas tout de consentir, il faut savoir à quoi on consent parce que c'est compliqué avec les données, mais on n'est pas rendu là. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire encore. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question avant de conclure et je vais vous demander de répondre rapidement. C'est une question de Magloire Acobeto, qui est quelle est la place de l'humain dans l'interprétation de ces données? Dans le système de santé en matière de santé mentale, le modèle classique que tout le monde veut garder, c'est celui de l'humain dans la boucle, le human in the loop, en disant toute décision ne peut pas être faite par un ordinateur et le degré d'autonomie doit toujours rester celui qui est conditionné à au moins une prise en charge par un humain pour s'assurer. Et c'était notamment toutes les questions qui se sont soulevées par Watson et la décision ou la capacité de Watson, par exemple, de IBM, à repérer est-ce qu'une personne a potentiellement sur une radiographie un problème ou non. Donc, évidemment, le modèle de base, c'est ça, mais on voit que, encore une fois, beaucoup de la recherche en santé mentale ne se fait pas que dans les hôpitaux, ne se fait pas que dans les systèmes publics, où ça, c'est garanti la place d'un humain, d'un médecin, d'un psychologue pour prendre la décision. Oui, puis je rajoute juste une chose. Donc ça, c'est l'objectif, exactement. Donc, human in the loop, un humain dans la boucle. Mais dans la pratique, le risque, ben, c'est que sous la pression des demandes croissantes d'une plus grande efficacité, de réduction de coûts, de restructuration de personnel, etc., ou simplement d'automatisme ou d'habitude, l'humain dans la boucle finisse par pas vraiment faire grand-chose dans la boucle et on s'en remet complètement à la machine. Et là, le meilleur exemple auquel on peut penser, ce sont tous les systèmes de navigation qui existent maintenant de type Google Maps, où maintenant, si vous êtes comme moi, vous en remettez complètement à ce système-là pour prendre des décisions et ça mène parfois à des conséquences d'ailleurs difficiles. Donc, évidemment, si on développe de bonnes technologies qui sont efficaces pour nous fournir une information utile comme aide à la décision,
bien, le risque, c'est que, justement, même s'il y a des êtres humains, ils s'en remettent un peu trop au système, donc il faut faire attention à ça. Et puis, dernier point, ce sera juste, si on veut un humain dans la boucle formé, c'est important qu'il soit conscient des enjeux éthiques, parce que pourquoi être présent dans la boucle si on ne connaît pas les risques ou les enjeux? Merci beaucoup. J'aurais peut-être une dernière petite question pour vous, à laquelle vous ne pourrez peut-être pas répondre rapidement, mais ça peut peut-être donner des pistes de réflexion, parce que donc, vous avez mentionné qu'il y avait vraiment un besoin de formation au niveau des compétences éthiques et techniques des professionnels qui utilisaient l'intelligence artificielle. Et on a fait un tour des enjeux éthiques que comporte l'utilisation de l'intelligence artificielle. En ce qui concerne la santé, aujourd'hui, il existe des règles en éthique de la recherche ou en éthique clinique qui sont déjà, qu'on doit déjà appliquer en pratique. Et ma question est plus... il a l'air qu'elles sont plus suffisantes de tout ce qu'on vient de présenter aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est un problème de mise en application? Parce que les concepts de vie privée ou de confidentialité existent déjà, par exemple, dans ces lignes directrices-là. Ou est-ce qu'il y a vraiment un besoin de nouvelles normes, de la création de nouvelles normes éthiques pour l'éthique clinique et pour la santé mentale? Il y a deux choses là-dessus, peut-être. Premièrement, c'est important de préciser que la très, très grande majorité des règles en matière d'éthique de la recherche qu'on a, c'est des règles d'éthique de la recherche avec des sujets humains. Donc là, déjà, il y a un besoin d'étendre ça, je pense, à d'autres choses qu'uniquement les implications pour les êtres humains. Donc, je pense notamment aux animaux non humains, mais aussi l'environnement. Et ça, il y a très peu de règles qui existent en ce moment là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si je peux répondre à votre question d'une manière un peu dichotomique, mais je dirais qu'un des nouveaux enjeux qui émergent avec l'intelligence artificielle en recherche, c'est celui du caractère reproductible ou non de résultats de recherche. C'est un problème qui est en train d'apparaître parce que donc quand on a des personnes intéressantes avec un réseau de neurones, c'est très, très difficile pour une autre équipe en fait, de réussir à reproduire les résultats. Et même s'ils réussissent, on ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'on n'est pas vraiment capable d'expliquer ce qui se passe dans le système. OK? Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu qui est en train d'apparaître dans le monde de la recherche. Parce que je vous dirais, jusqu'à l'année dernière, ou peut-être un petit peu avant, les chercheurs utilisaient très peu l'outil intelligence artificielle. OK? C'est plutôt les compagnies privées qui ont commencé à le faire, les grandes compagnies technologiques. Mais maintenant, ils commencent à le faire. Et là, on voit cet enjeu-là apparaître. Et ça va être difficile aussi parce qu'évidemment, c'est un critère de validité scientifique qui est très, très, très important, en fait, le caractère reproductible ou non de résultats de recherche. Puis, je peux prendre l'exemple que mon collègue Louis-Philippe Côté, qui est notamment en charge avec la QPS, l'Association québécoise en prévention du suicide, d'une stratégie numérique. Il prend souvent l'exemple de faire sens d'un chat avec une personne, par exemple, en détresse, où on voit message après message après message après message. Ça peut être très rapidement dépassant pour les personnes qui sont derrière l'écran à essayer d'aider. Et si on est en charge d'une institution pour aider les personnes en détresse, avoir un outil comme l'intelligence artificielle ou un chatbot pour répondre tout de suite, pour être plus réactif ou pour analyser en temps réel, c'est extrêmement attirant parce que ça permet de proposer évidemment une aide qu'on n'était pas en mesure de le faire de façon plus rapide, peut-être plus efficace. La question qui se pose, c'est maintenant, est-ce qu'on a intégré dans les règles éthiques en recherche ou en clinique les nouveaux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle? A priori, on voit que non, et les comités éthiques ne sont pas nécessairement formés aux nouvelles technologies, ou nouvelles technologies, c'est un terme un peu dépassé, mais au moins à ceux de l'éthique des données. Et les données aujourd'hui sur Internet dépassent clairement celles qu'on avait envisagées. Et faire aujourd'hui de l'analyse de données en santé, c'est pas uniquement faire de l'analyse de données hospitalières ou cliniques, ça peut être également utiliser l'heure d'utilisation d'un téléphone portable. Donc, c'est des choses qui dépassent clairement notre domaine. Donc, moi, je dirais qu'il faut des nouvelles règles. D'accord, merci beaucoup. Et donc, de la formation pour les personnes versées en éthique aussi. Absolument. Merci. Donc, je vais conclure. Donc, je tiens d'abord à vous remercier encore une fois, Dominique Martin et Karl Mörk, pour vos présentations. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi à tous d'avoir assisté et participé à ce webinaire. Je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire d'aujourd'hui, ainsi que des liens pour obtenir le PDF de la présentation qui a été faite et de visionner l'enregistrement du webinaire. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce dernier webinaire de la saison.
Et bonne journée à tout le monde.